de partis politiques et de l'opposition et d'organisations de la société civile dont vous êtes le premier porte-parole voulait animer une conférence débat mercredi dernier, mais celle-ci n'a pu se tenir. Que s'est-il passé? Aviez-vous observé toutes les démarches prévues par la loi? Alors, nous avions introduit, comme la loi l'exige, une lettre d'information au ministre de l'administration du territoire, l'informant que le Front Touche pas à ma Constitution organisait une conférence débat. Une conférence débat dont le thème était gouvernance et changement de constitution. Quel impact sur la vie chère? Quel impact sur les libertés publiques? Oui. Et quel impact sur la vie politique? C'était ça le thème qui était abordé. Et nous avons prévu d'organiser cette conférence débat à Brodahomey, comme nous l'avions déjà fait précédemment au mois de juillet, le 3 juillet précisément. Bon, il s'est trouvé que l'administration de Brodahomey nous a demandé une chose inhabituelle. On nous a demandé de produire une autorisation émanant du ministre qui donnait son accord donc à l'organisation de cette conférence débat. Alors, c'est une disposition qui n'existe pas dans la loi qui régit les manifestations publiques pacifiques. Et donc, nous sommes entretenus avec l'administration, mais elle n'a pas... Nous n'avons pas obtenu gain de cause. Nos explications n'ont pas convaincu et l'administration est restée ferme. Tant qu'on ne produisait pas une lettre signée du ministre autorisant cette conférence débat, on ne pouvait pas faire la conférence. Donc, le ministère ne vous a rien dit quand vous avez informé le ministère? Il n'y a eu aucune réponse, il n'y a eu aucun signe? Nous avons déposé la lettre d'information avec l'accusé de réception. Et nous n'avons eu aucun retour, aucune objection de la part du ministre. Et quand nous avons fait la réservation de la salle, comme d'habitude, nous avons déposé l'accusé de réception de la correspondance que nous avions déposée au ministère de l'administration territoriale. Donc il y a eu ce malentendu et nous n'avons pas compris l'évolution des choses. Donc la conférence n'a pas pu se tenir. Alors, dans votre communiqué du 17 décembre, vous annonciez que vous vouliez rencontrer la conférence épiscopale pour mieux comprendre la position de l'Église sur, je vous cite, cette situation délicate. La rencontre a-t-elle déjà eu lieu? Non, non, non. Nous allons chercher à rencontrer la conférence des évêques pour qu'on puisse s'organiser, se comprendre pour que de tels incidents ne puissent plus se reproduire. Oui. Alors, toujours dans ce communiqué, le Front Touche pas à ma Constitution se posait un certain nombre de questions, comme celle-ci. L'Église catholique a-t-elle reçu cette instruction par écrit? L'Église catholique sait-elle qu'une telle démarche de la part du ministère est illégale et anticonstitutionnelle? L'Église, en appliquant à la lettre une instruction manifestement illégale, ne sera-t-elle pas complice d'un abus de pouvoir caractérisé? Alors, ne comprenez-vous pas la position inconfortable de l'Église catholique ou du moins de l'administration de Brodahomey et de ne pas prendre de risques? Et si on vous laissait, si elle vous laissait, l'administration vous laissait la salle et que vous aviez sollicité pour votre activité, les forces de l'ordre pourraient être envoyées pour empêcher la conférence et cela pourrait créer des désordres ou bien de la violence. Est-ce que vous ne comprenez pas un peu la position de l'Église? Moi, je ne sais pas si l'Église, enfin l'administration de Brodahomey, je ne sais pas s'ils ont reçu une notification écrite de la part du ministère ou du ministre, je n'en sais rien. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que ce document nous a été demandé. Et pourquoi elle nous a été demandée cette fois-ci alors que ça n'était pas le cas précédemment? Oui. Manifestement, on ne peut arriver qu'à la conclusion que l'administration de Brodahomey a reçu une pression qui ne peut émaner que de l'administration publique. Donc il y a quand même beaucoup d'interrogations, parce qu'il y a la loi,
Et il y a maintenant les abus de pouvoir qui peuvent être exercés par ceux qui détiennent ce pouvoir. Donc, bien sûr que si tel était le cas, si il est avéré que cette pression a été faite, il est évident que ça met l'administration de Brom Dahomey dans une situation inconfortable. Mais je pense que dans toute chose, c'est aussi le rôle de chaque citoyen, le rôle de chaque institution, voilà, de jouer sa partition. Et moi, je ne peux pas comprendre que finalement, l'administration territoriale se cache derrière l'administration de Brom Dahomey pour interdire de manière déguisée la manifestation que nous voulons faire. Et donc tout ça, ça rend complexe. Est-ce que vous êtes retourné au ministère pour comprendre peut-être les raisons qui pourraient expliquer ce qui s'est passé, puisque on ne sait même pas, on ne sait pas, tout est encore flou là. On ne savait pas toujours ce qui s'est passé réellement passé. Une correspondance est adressée au ministre pour nous donner sa lecture de cette situation-là, où nous avons posé un certain nombre d'interrogations. Donc on attend la suite. Okay. Gouvernance et changement de constitution, impact sur la cherté de la vie, les libertés publiques et la vie politique, tel était, comme tout à l'heure vous le rappeliez, le terme du débat avorté. Alors c'est dire que vous vouliez revenir sur le changement de constitution. Qu'espérez-vous en continuant de manifester votre rejet de la constitution de la 4e République, un test qui est entré en vigueur depuis le mois de mai dernier et qui est la base légale sur laquelle le gouvernement fonde aujourd'hui ses actions? Oui, en fait, cette conférence débat avait pour objectif de clarifier et de montrer à l'opinion le lien direct qu'il y a entre la manière dont l'État est gouverné et la vie quotidienne des Togolais. Et nous sommes tous aujourd'hui frappés par la cherté de la vie, et surtout en cette période de fête. Ça pèse beaucoup sur les familles. Cette année a été très éprouvante pour les familles togolaises. Hein. N'oubliez pas que c'est cette année que nous avons vu des gens aller chercher du riz avarié sur des dépotoirs pour se nourrir. C'est dire l'état de dégradation de notre vie quotidienne. Et donc, nous voulions aussi montrer quel était le lien entre la manière dont le pays est dirigé et ce que nous vivons au quotidien. Oui, un instant. On va rester un instant sur la cherté de la vie. Les Togolais vivent et savent qu'ils sont confrontés à la cherté de la vie. Est-ce que vous avez besoin d'une conférence pour leur dire qu'il y a la cherté de la vie? Non, le but n'est pas de dire qu'il y a la cherté de la vie. La cherté de la vie, tout le monde l'a subie au quotidien. L'objectif, c'est de montrer quelles sont les causes de cette cherté de la vie. Et pour vous, c'est la constitution de la 5e République qui est la cause de la cherté de la vie, puisqu'on en parlait avant même que cette constitution ne soit promulguée, ou votée et promulguée. Alors, notre conférence ne se limite pas au changement de constitution. Le thème, c'est gouvernance et changement de constitution. Donc, la gouvernance est l'élément fondamental dans cette dénomination. Oui. Donc, la manière dont le pays est gouverné, eh bien, ça a des répercussions sur le coût de la vie. La manière dont on conduit le pays, ça a des conséquences pour chaque Togolais. Donc, si nous faisons comprendre cela aux Togolais, pour nous, c'est que les Togolais vont aller chercher à résoudre les problèmes à la source. Donc, à faire en sorte que la gouvernance change. C'est l'idée générale qui a conduit à poser cette préoccupation majeure, parce que nous savons que ce sont l'un des sujets les plus importants pour les Togolais en ce moment. Oui. À votre avis, quel est l'impact du changement de constitution sur les libertés publiques et la vie politique dans son ensemble aujourd'hui au Togo? Ben, déjà, la constitution, c'est elle qui protège chaque citoyen. Et quand ce qui protège, on la manipule, on la piétine de cette façon, ça veut dire que les conséquences pour les libertés de chacun des Togolais est déjà impactée. Et il y a des détenus politiques dans ce pays. Il y a des gens qui sont privés de leurs droits.
nous-mêmes, en tant qu'organisation, nous sommes privés de nos droits. On nous empêche d'organiser des conférences. On nous empêche d'organiser des journées de solidarité comme nous avions voulu le faire à Sokodé le 20 septembre dernier au bénéfice des familles, des enfants, des détenus politiques. Et nous ne sommes pas les seuls. Et d'autres organisations également subissent les mêmes injustices. Donc, vous comprenez que la manière dont on traite la Constitution, cela a des conséquences sur la vie de chaque citoyen togolais. Les deux jeunes qui ont fait un message sur TikTok au mois d'avril dernier et qu'on a jeté en prison, eh bien, c'est justement toutes les conséquences qui découlent du non-respect de la Constitution. Parce que la Constitution garantit la liberté d'expression. La Constitution garantit la liberté de réunion et de manifestation. Oui, d'accord, la liberté garantit, vous avez parlé de la liberté d'expression. Mais cette liberté d'expression, quand même, on ne peut pas se permettre de tout faire, de tout dire, non? Oui, à partir du moment où on n'insulte pas les gens, à partir du moment où on ne jette pas l'opprobre sur les autres, mais que l'on dit les faits, que l'on dit ce qui ne va pas, eh bien, l'administration, l'État a le devoir non seulement de respecter ce que vous dites, mais d'écouter également ce que vous dites, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. La suite de cet entretien, c'est dans un court moment, le temps de revivre deux des faits de l'actualité nationale de la semaine, à savoir le Conseil des ministres de lundi et l'installation officielle dans leurs fonctions des gouverneurs des régions des Savanes et de la Kara. Le Conseil des ministres a examiné et adopté lundi dernier un projet de loi, 2 décrets et écouté 3 communications. Au titre du projet de loi, le Conseil a adopté le projet de loi de finances rectificative exercice 2024. En définitive, le projet de budget de l'État qui ressort du projet de loi de finances rectificative exercice 2024 est projeté à 2250,6 milliards de francs CFA en charge et en ressources contre 2179,2 milliards de francs CFA dans la loi de finances initiale, soit une augmentation de 3,3% correspondant à 71,4 milliards de francs CFA. Au titre des décrets, le Conseil des ministres a examiné. Les Togolais ne veulent surtout pas de cela. Quand on a fait autant d'années au pouvoir et que les Togolais ne sont pas satisfaits de cette gouvernance-là, il faut changer les choses. Oui, mais avec quoi vous mesurez l'association des Togolais? Mais regardez les Togolais. Regardez la période de fête que nous sommes en train de traverser. Est-ce que vous sentez la joie dans le cœur des Togolais? Ça vaut tous les sondages, ça dépasse tous les sondages. Au quotidien, les Togolais sont dans une précarité. Les Togolais vont chercher à manger sur les dépotoirs. Les Togolais n'arrivent pas à se faire soigner comme il faut. Les Togolais n'ont pas un cadre de vie qui puisse les rendre heureux. Les Togolais sont un peuple malheureux. Nous allons un peu revenir sur cet aspect-là tout à l'heure avec les résultats du recensement général de la population de l'habitat. Alors, encore une question sur les gouverneurs. Celui de la région centrale n'est toujours pas nommé. Qu'en pensez-vous? Bien, cela ne vous intéresse toujours, cela ne vous intéresse pas. Allez poser la question à Fogna Singbe. Quel est son problème avec la région des centrales? La région centrale. Quel est son problème? Pourquoi il interdit que nous puissions aller faire une journée de prière et de solidarité? Pourquoi la région centrale est traitée avec autant de particularités, autant de singularités, comme si cette région était stigmatisée? On s'interroge et on ne comprend pas. Je pense qu'il est temps de desserrer le taux autour de la région des centrales pour que les gens puissent vivre un peu plus librement. Alors, M. Olympio, une autre illustration de la mise en place des institutions de la Ve République. Les élections sénatoriales sont attendues le 5 février prochain. Le 2 février. Le 2 février, oui, excusez-moi, c'est le 2 février. C'est le 2 février. Ok. Et toutes mes excuses. En conférence de presse lundi à Lomé, le Front Tous pour ma Constitution a exprimé, j'allais dire fermement, son opposition à la tenue des élections sénatoriales programmées par le gouvernement togolais. Alors, la tenue des sénatoriales en l'état actuel du pays, selon le Front, viole les principes fondamentaux de la démocratie et porte atteinte aux droits des citoyens togolais. Une petite explication de test s'impose, n'est-ce pas? Oui, et elle est évidente. D'abord, le mois de février 2025
est un mois qui correspond à la période de l'élection présidentielle qui devait normalement se tenir. Et quand on décide, dans une nuit, de priver les Togolais de ce droit acquis de haute lutte depuis les années 90, eh bien, on viole les principes démocratiques. Parce que les Togolais n'ont jamais décidé de se passer de la participation à une élection présidentielle. On leur impose quelque chose qu'ils ne veulent pas. Ça, c'est la première chose. Et puis, tout le monde s'en rend compte. Hein, le lapsus que vous avez fait tout à l'heure sur le 5 février. Le 5 février correspond à l'irruption brutale de Faure Gnassingbé et sur la scène politique, dans sa captation du pouvoir d'État. Le coup d'État qui a été fait le 5 février, eh bien, c'est le 20e anniversaire qui vient le 5 février 2025. C'est le 20e anniversaire. Donc, pour nous, la date du 2 février pour des élections sénatoriales, c'est comme si on voulait étouffer un peu cet événement, l'anniversaire de cet événement de coup d'État, pour mettre ça derrière les turbulences ou les péripéties d'une élection sur laquelle on attirerait l'attention des Togolais pour qu'on oublie un peu que finalement le 5 février 2005, Faure Gnassingbé avait fait un coup d'État. Mais les Togolais ne peuvent pas l'oublier. Les Togolais ne peuvent pas l'oublier parce que depuis 20 ans, moi je pose la question, combien de Togolais ont vu leur vie s'améliorer? Qui peut dire aujourd'hui que en 2005, j'étais à un niveau et aujourd'hui en 2025, je suis arrivé à un niveau supérieur et ma vie s'est améliorée, je suis heureux? Combien de Togolais peuvent dire cela? Je ne parle pas de la minorité, celle qui s'est enrichie sur le dos des pauvres. Je ne parle pas de cette minorité. Je parle de la grande majorité des Togolais. Combien de Togolais peuvent nous dire aujourd'hui que leur vie s'est améliorée avec les 20 ans que Faure Gnassingbé a passé au pouvoir? Je ne pose même pas la question, on en a Benz, pour qui on a fait brûler un marché. Je ne pose pas la question à celle-là, à nos mamans. Je pose la question à tous les Togolais, à vous qui êtes assis devant moi, à chaque fonctionnaire, à chaque citoyen togolais. Chacun doit se poser cette question. Est-ce que ma vie s'est améliorée? Mais beaucoup n'ont pas besoin de se poser la question, parce qu'ils le savent tous les jours. Ils vivent une situation où la précarité s'accentue tous les jours. C'est ça que le régime cherche à nous cacher. Mais on ne peut pas cacher la misère. Yeah. Alors, peut-être que le Conseil des ministres a finalement adopté le projet de loi de finances rectificative, ce mot on l'a posé ce matin, rectificative exercice 2024. En définitive, selon un communiqué du gouvernement, le projet de budget de l'État qui ressort du projet de loi de finances rectificative exercice 2024 est projeté à 2250,6 milliards de francs CFA en charges et en ressources, contre 2179,2 milliards de francs CFA dans la loi de finances initiale, soit une augmentation de 3,3% correspondant à 71,4 milliards de francs CFA. Des connaisseurs déploraient le fait que ce projet de loi de finances rectificative n'ait pas été déposé sur la table des députés avant l'adoption du projet de loi de finances exercice 2025. Alors, mais finalement, c'est fait, M. Olympio, n'est-ce pas? Oui, mais vous savez, c'est aussi un scandale dans la gestion des finances publiques. Aucun État responsable ne peut faire passer à la commission de l'Assemblée nationale le projet de loi de finances 2025, que ce projet de loi soit déjà traité en commission de finances, avant que le gouvernement ne vienne mettre sur la table le projet de loi de finances rectificative de l'année précédente. Ça n'a pas de sens. Même les élèves à l'école primaire savent qu'on clôture l'année scolaire avant de recommencer la nouvelle année. Donc, ce fonctionnement, ça cache beaucoup de choses. Ça cache beaucoup de choses et ça interroge. Pourquoi est-ce qu'on fait les choses en l'envers dans notre pays? Et pourtant,
ce sont des règles de base que les financiers connaissent, ceux qui sont en charge du budget connaissent. Tous ceux qui sont intéressés par la loi de finances savent que on doit clôturer l'année en cours avant d'ouvrir l'année suivante. Eh bien, dans le gouvernement, dans le régime de Faure Gnassingbé, les choses se font comme ils sont en train de le faire, c'est-à-dire sans dessus-dessous. Alors, le budget de l'État pour 2025 s'équilibre en ressources et en charge à 2394,2 milliards de francs CFA contre 2179,1 milliards de francs pour l'exercice précédent, soit une augmentation de 9,9%. Une première action au montant du projet de budget de l'État? Oui, en fait, les Togolais doivent savoir que dans notre pays, l'État ne crée pas les bonnes conditions pour qu'on crée de la richesse. Parce que quand on regarde de près les budgets, on se rend compte que la plupart du temps, l'augmentation vient du fait que nous empruntons beaucoup d'argent à l'extérieur. Nous-mêmes, nous ne produisons pas suffisamment de richesse. Et c'est là le problème que nous avons parce que tant que nous ne produisons pas de la richesse, on ne peut pas se développer. On ne peut pas compter sur l'argent qui vient de l'extérieur chaque année pour que le pays se développe. Parce que c'est de l'argent qu'il faut rembourser avec intérêt. Alors que si nous-mêmes, nous créions les conditions pour que la croissance soit intrinsèque, soit interne par la production de richesses, si on créait les conditions pour qu'il y ait plus d'emplois, si on créait les conditions pour qu'il y ait plus d'industrie, si on créait les conditions pour qu'il y ait plus d'entreprises, tout cela permettrait que l'État, que notre pays génère beaucoup de richesses. Aujourd'hui, ce n'est malheureusement pas le cas. Donc, oui, il y a une certaine croissance, mais ça n'est pas une croissance qui va nous permettre le développement. Oui, tout à l'heure, vous déploriez, enfin, vous parliez de la cherté de la vie. Eh bien, le projet de budget, et avec le projet de budget, près de la moitié des dépenses budgétaires, soit 49,7% seront consacrées au volet social, contre 48% en 2024. Satisfait? Non, pas satisfait. Parce que depuis, je dirais, plus de 10 ans, on nous dit que l'essentiel du budget est consacré au volet social. Depuis plus de 10 ans. Alors, concrètement, qu'est-ce que cela représente pour les Togolais? Quel est l'impact de cette décision sur la vie et l'amélioration du quotidien des Togolais? Ben, nous n'en voyons pas. Et donc, la question légitime, c'est où va cet argent? Cet argent qui est investi massivement par milliards de francs CFA dans le développement à la base. Qu'est-ce que cela change concrètement dans le quotidien des Togolais? Moi, je ne sais pas. Vous savez, il y a deux chiffres que j'aime souligner et qui sont très illustratifs de la situation de précarité des Togolais. C'est dans la région des savanes. Et c'est une catastrophe. Dans la région des savanes, nous avons aujourd'hui plus de 33%. 33% de chômage de jeunes. C'est très, très, très important. Très élevé. Trop élevé. Vous prenez, dans la même région, les préfectures de la région des centrales, nous avons jusqu'à plus de 76% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Et le dernier chiffre que je vais donner, parce que je ne vais pas embêter les Togolais avec beaucoup de chiffres. Mais le dernier chiffre aussi, il est très significatif. Je vais parler de Lomé, la capitale. La pauvreté dans la capitale augmente. Nous sommes passés ces dernières années de 28% à 34%. Donc, je vous ai donné là l'exemple du Grand Nord et je vous donne l'exemple de la capitale. Mais on ne peut pas se satisfaire d'entendre que le gouvernement nous dit chaque année, ils investissent dans le social, et pendant ce temps, eh bien, la précarité augmente. Pendant ce temps, on voit les gens aller se servir sur les dépotoirs pour manger. Non, non, le social ne s'améliore pas pour les Togolais. Et c'est pour ça que ce régime doit changer la manière de diriger, la manière de gouverner les Togolais. Alors, M. Olympio, le Conseil des ministres a aussi adopté lundi un décret relatif aux experts judiciaires.
L'objectif visé, a-t-on dit, est une justice mieux équilibrée et plus équitable, qui fonde le dénouement des litiges sur une expertise scientifique et technique fiable. Et c'est dans ce sens que le chef de l'État aurait donné l'instruction que soit prise en compte dans cette expertise des tribunaux, l'expertise justement des chefs traditionnels, notamment en matière foncière. Alors le problème foncier, les témoignages et les avis des garants des justes coutumes peuvent aider à régler bien de situations, n'est-ce pas? Oui, je pense que les chefs traditionnels peuvent apporter un concours. Oui. Encore que, on connaît aussi des chefs qui ont déjà participé à des multiples ventes de terrain. Le problème, il est très, très, très vaste et il est très compliqué. Et moi, je suis ravi que les chefs traditionnels soient impliqués dans ce processus-là. Mais ça ne suffit pas. Hein. Il ne faut pas dire que, bon... Prendre la parole des chefs comme une parole d'évangile. Non seulement cela, mais il ne faut pas mettre toute la charge sur les épaules des chefs traditionnels. Oui. Parce que la justice elle-même aussi a sa propre responsabilité. La manière dont certains magistrats traitent les problèmes fonciers sont aussi une réalité. Voyez-vous? Donc, le problème foncier, il est aussi lié aux questions d'identité. Nous n'avons pas de carte d'identité dans notre pays. 85% des Togolais n'ont pas de carte d'identité. Donc, il y a un lien aussi direct entre la possession de la terre et l'identité des gens. Donc, le problème, il est vaste, il est complexe. Il faut une approche globale qui prend en considération tous les facteurs de complications que nous avons rencontrés ces 10, 15, 20 dernières années. On a laissé la situation pourrir. Et ce n'est pas la réforme de la justice qui a été engagée depuis quelques années déjà qui a amélioré les choses. Pas plus tard qu'hier, je lisais sur un journal les difficultés qu'il y a entre la succession et le notaire qui gère la succession. Et des exemples comme ça, il y en a tous les jours au Togo. Donc, il est temps que ce secteur de notre vie soit assaini parce que c'est source de grands problèmes à venir. C'est source de très grands problèmes, des problèmes de cohésion sociale, les problèmes de cohabitation pacifique. Et malheureusement, je constate que c'est un sujet qu'on laisse se dégrader au fil des années. Si vous aviez un conseil, une proposition à faire par rapport à ce problème-là, que diriez-vous? Je pense qu'il faut remettre à plat complètement le problème foncier au Togo. Il faut remettre à plat complètement la notion de propriété même au Togo et valoriser la terre pour que la terre devienne une richesse qui permette même l'investissement. Si nous n'avons pas réglé ces problèmes de foncier, comment le paysan peut-il prendre possession de sa terre et aller la valoriser auprès d'une banque pour avoir un prêt et développer ses cultures? Et tout ça, ce sont des facteurs d'appauvrissement. Tant que ces problèmes ne sont pas réglés, eh bien, les agriculteurs ne sont pas en capacité de devenir de grands propriétaires terriens qui produisent en grande quantité les produits dont nous avons besoin. Parce qu'ils n'ont pas le capital. Ils n'ont pas le capital valorisé, mais ils ont un capital qui est la terre, mais qu'ils ne peuvent pas valoriser. À cause de tous ces problèmes de foncier, à cause de la détention de titres fonciers. Et voilà la réalité que nous vivons et qui prive le Togo et les Togolais de production de richesses. Bien. L'accident de la circulation sur la nationale numéro 1 ayant entraîné l'effondrement du tablier est de la passerelle d'Aguezongo a également été abordé par le Conseil des ministres. Le bilan provisoire de cet accident s'établit à 8 morts et 3 blessés et d'importants dégâts matériels. Alors comment avez-vous accueilli cette triste nouvelle? Avec beaucoup de tristesse et de colère. Tristesse parce que nous avons perdu beaucoup de nos concitoyens. Et que la terre leur soit légère. Et j'ai été très en colère parce que d'abord j'ai noté pour ma part la responsabilité de l'État togolais. Oui, je dis bien la responsabilité de l'État. Pourquoi parler de responsabilité de l'État togolais? Comment pouvez-vous imaginer qu'un véhicule de cette taille,
aux dimensions exagérées puisse traverser toute la ville de Lomé et que personne ne se soit interrogé, personne n'ait interpellé ce véhicule, personne n'ait empêché ce véhicule de poursuivre son chemin jusqu'à ce que le drame se produise. Et ça n'a dérangé personne. Et ce n'est pas quelque chose qui s'est passé dans la nuit. Ça s'est passé au grand jour, devant toutes les forces publiques qui étaient en circulation en ce moment-là, qui étaient en activité en ce moment-là. Ça veut dire que ce ne sont pas des préoccupations pour l'État togolais. Les instructions ne sont pas données de manière ferme dans le contrôle de ce type de situation. Résultat des courses, eh bien, ça heurte une passerelle et ça tue des Togolais. Et ce n'est pas la première fois qu'on voit des véhicules aux dimensions exagérées. À un moment donné, je crois me rappeler que l'État avait lancé une campagne pour le contrôle et la limitation de la charge sur les essieux. Et ça avait été lancé tambour battant avec le ministère de la Sécurité, des Transports, etc. Ça s'est arrêté en chemin. Ça n'a produit aucun résultat. Et les conséquences, ben, c'est mort d'homme. Je pense que je ne rentre même pas dans le débat de la qualité des travaux, parce que moi, je n'ai pas regardé ça de près. Je fais simplement l'observation du citoyen ordinaire qui voit ce qui se passe. Maintenant, sur le plan de la construction, il semblerait qu'il y ait aussi des difficultés là-bas, techniques. Ça, c'est un autre débat. Mais à première vue d'œil comme ça, ben, on se rend compte que l'État a failli dans la dimension, je dirais, transport de cet accident-là. Le chef de l'État, sur le communiqué du gouvernement, a instruit le gouvernement à veiller, à faire toute la lumière sur cet accident afin que les responsabilités pénales soient clairement situées et reçoivent toutes les suites judiciaires appropriées. On parle même de la mise en place d'une commission d'enquête pour situer les responsabilités administratives et contractuelles dans la construction de l'ouvrage de garde-fous et autres installations de sécurité. Vous saluez sans doute cette fermeté du gouvernement, n'est-ce pas, M. Olympio? Bon, c'est bien beau, hein? Moi, j'espère bien que ça va produire quelque chose, mais je suis sceptique. Pourquoi? Je suis sceptique parce que, eh bien, ça fait déjà... je crois, plus de 2 mois que nous attendons les résultats de l'enquête pour le riz avarié que les gens ont mangé sur les dépotoirs. De la même manière, ils ont lancé une enquête. Ils ont ouvert une enquête sur ce drame-là. Aujourd'hui, est-ce que vous en avez entendu parler? Il y a plein d'exemples comme ça que je peux citer. Donc, oui, c'est bien beau qu'on nous dise qu'on a mis en place ou qu'on va mettre en place ces commissions. Attendons voir s'ils vont nous sortir des résultats. Enfin, le dernier conseil des ministres a aussi planché sur l'opération Zéro Mendiant, une opération de déguerpissement des mendiants et vendeurs à la sauvette aux abords des carrefours et lieux publics à forte affluence. Ça a été lancé depuis le 13 décembre dernier. Alors, le nombre apparemment de plus en plus croissant des mendiants, des voleurs à la sauvette devient un véritable problème auquel il faut trouver une solution. Oui, sauf qu'il ne faut pas que ce soit simplement une opération coup de poing. L'opération coup de poing, ça permet de cacher une misère pendant quelques jours et puis après ça revient comme si de rien n'était. C'est un phénomène de société, c'est un drame également, ce sont des vies brisées qui se manifestent de cette façon-là. Eh bien, il y a plusieurs ministères sont impliqués dans cette situation. Il ne faut pas que ce soit simplement une réponse, je dirais, une réponse de répression qui soit donnée. Il y a aussi la prise en compte de la réalité qui pousse ces jeunes à être des jeunes dans la rue. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes Togolais dans cette situation. C'est vrai aussi qu'il y a beaucoup d'étrangers. La majorité, c'est des étrangers. Bah, je ne sais pas, je ne connais pas les proportions. C'est l'État qui nous dit ça. Donc je ne connais pas les proportions. Mais c'est un phénomène qui s'accroît et il faut que l'État se penche sur cela sérieusement. Et pour ce qui concerne les jeunes Togolais qui sont dans cette situation-là, eh bien, il y a nécessité de prendre la dimension sociale, les causes profondes de l'abandon de ces enfants
dans nos rues. Voilà. Bien, retour sur l'atelier de présentation des résultats détaillés du 5e recensement général de la population de l'habitat et de la deuxième édition de l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages qui s'est tenue la semaine passée. Selon ces résultats, le Togo comptait en 2022, l'année du recensement, 8 95 498 habitants, dont 51% de femmes. Alors, 8 millions d'habitants pour 56 000 km², doit-on s'en réjouir ou bien s'en inquiéter? Non, si la question est de savoir s'il y a trop de Togolais sur le territoire, la réponse est non. Je n'ai pas à l'esprit les chiffres de la densité de population, mais le Togo n'est pas un pays surpeuplé, bien au contraire. Comme par exemple le Burundi ou bien le Rwanda? Oui, ou d'autres. Hein. Vous prenez même Hong Kong, par exemple, qui fait quoi? Je crois 700 km², si je ne m'abuse, tout petit. Mais je crois que ce recensement-là a ressorti un certain nombre d'indicateurs qui ne sont pas toujours très glorieux. En matière d'accès aux services sociaux de base, la grande majorité des Togolais, soit 83%, ont accès à une source d'eau améliorée. Quant à l'accès à l'électricité, il s'établit à 70,3% des ménages avec une proportion à peu près de 9 ménages sur 10 en milieu urbain contre 5 ménages sur 10 en milieu rural. Alors le progrès dans ces domaines est indéniable, n'est-ce pas? Je pense que le régime togolais ne peut pas trop se gargariser de fournir une bonne électricité aux Togolais. Et que 90% en milieu urbain est le courant. Vous savez, nous souffrons beaucoup d'un déficit d'énergie électrique au Togo. Et ça, tout le monde le sait. Et on peut faire des connexions, hein, les connexions sauvages, les toiles d'araignée, on en a. Ça peut faire monter le niveau de connexion à 90% si on veut, mais quel est le taux de disponibilité de l'électricité? C'est ça le chiffre le plus intéressant que le gouvernement aurait dû publier, le taux de disponibilité de l'électricité. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, quelle est la capacité produite pour que nous ayons des industries qui puissent tourner normalement? Est-ce que nous avons une capacité énergétique qui permet l'installation d'usines, l'installation d'industries, l'installation d'entreprises, etc. C'est ça les vraies questions qu'il faut se poser. Et la réponse est non. La réponse est non. Donc, il faut travailler à améliorer non seulement la disponibilité de l'énergie, mais il faut aussi améliorer la qualité de l'énergie. Parce que beaucoup de Togolais perdent des biens à cause des coupures de courant. Ils perdent leur investissement à cause des coupures de courant. Ils perdent leur frigidaire, leur congélateur à cause des coupures de courant. Donc, il y a besoin d'améliorer la disponibilité, il y a besoin d'améliorer la qualité et il faut aussi étendre la couverture sur le territoire national. Bien. Excusez-moi, oui, avant de faire la pause. Oui. L'autre problème important que les Togolais rencontrent, c'est le problème de l'eau. L'accès à l'eau potable est une catastrophe. Et nous avons encore aujourd'hui des Togolais qui s'abreuvent à des sources souillées. Et c'est une réalité qui n'est pas uniquement pour les populations isolées. Même dans la capitale, à Lomé, on a une eau qui n'est pas toujours de bonne qualité. Ça, c'est un grand défi que le régime togolais doit relever. Bien. Nous allons maintenant observer la pause avec votre résultat de l'enquête harmonisée sur les conditions de vie et des ménages. Contrairement à ce que vous disiez, la pauvreté aurait reculé. S'agissant par exemple de la pauvreté dite monétaire, évaluée à partir des revenus et des dépenses des ménages, la pauvreté est en baisse. L'incidence était de 48% en 2021 contre 45% en 2018 et 51,1% en 2015, ce qui correspond, dit le truc là, ce qui correspond à une baisse de plus de 11 points de pourcentage en moins de 6 ans. Votre réaction? Moi, j'observe un peu l'évolution de la pauvreté au Togo depuis 2005. Et ce que l'on constate, c'est quoi? C'est que tout le travail que fait le régime consiste à sortir les gens de l'extrême pauvreté et à les installer dans la pauvreté. Oui, bien sûr, il y a eu une amélioration. Mais quand on a l'ambition pour un pays et que le résultat qu'on obtient, c'est de sortir les gens de l'extrême pauvreté pour les installer dans la pauvreté,
Je ne pense pas que ce soit ça qu'on attend d'un pouvoir. Ce n'est pas ça que les Togolais attendent. Nous attendons, nous Togolais, que l'État crée les conditions qu'il faut pour qu'on puisse produire de la richesse. Parce que les Togolais sont des travailleurs. Mais il faut leur offrir de bonnes conditions de travail. Il faut offrir les conditions qui permettent que les Togolais aient le courage d'investir pour ceux qui ont les moyens d'investir. Et c'est l'investissement, cet investissement qui permet la création d'emplois, qui permet de donner des emplois aux jeunes pour que les gens puissent travailler et vivre du fruit de leur travail. Voyez-vous? Donc, moi, je ne suis pas heureux quand on nous dit, oui, on a sorti les gens de l'extrême pauvreté et ils viennent grossir les rangs de ceux qui sont dans la pauvreté. À quel moment va-t-on créer cette classe moyenne qui va avoir la capacité de se nourrir correctement, la capacité d'avoir les moyens de se payer des biens culturels, d'acheter des livres, d'aller au cinéma ou d'aller au théâtre. Et tout ça, ce sont aussi des besoins fondamentaux pour les citoyens. À quel moment on arrivera donc à créer et à asseoir une vraie classe moyenne? Au Togo, nous avons une extrémité avec la minorité hyper riche qui s'enrichit sur le dos des pauvres. Et de l'autre côté, nous avons peut-être un peu moins d'extrême pauvreté, mais nous avons un grand nombre de pauvres qui sont la majorité. Non, on ne peut pas être fier de ce résultat-là. Bien, mesdames et messieurs, avant de retrouver notre invité, Hervé Issé, nous rafraîchit la mémoire avec d'autres événements de l'actualité nationale de la semaine. Le président élu du Ghana, John Dramani Mahama, a effectué une visite jeudi dernier au Togo où il a été reçu par le chef de l'État, Faure Gnassingbé. Les deux hommes ont échangé sur la coopération entre le Togo et le Ghana et les perspectives de renforcement des relations de partenariat entre les deux pays voisins. Ils auraient également saisi l'occasion de leur rencontre pour faire le tour d'horizon de la situation politique, économique et sécuritaire de la sous-région ouest-africaine. Certains observateurs ajoutent qu'il n'est pas exclu que le leader ghanéen ait profité de sa visite pour convier le chef de l'État togolais à la cérémonie de son investiture prévue le 7 janvier prochain. Avant le Togo, M. Mahama s'était rendu notamment au Nigeria où il s'est entretenu avec le président nigérien Bola Tinubu. Les forces de police du Togo ont à leur disposition un nouvel outil dans la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme, la cellule d'analyse criminelle inaugurée mardi à Lomé au Centre d'information policière du Togo, CIPT. Ce nouvel instrument servira de plateforme stratégique pour analyser les données criminelles et soutenir les unités opérationnelles sur le terrain. Par ailleurs, elle permettra de mieux comprendre les dynamiques criminelles, de démanteler les réseaux et d'anticiper les menaces. Ce dont s'est réjoui le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Kalista Batossi Madjoulouba. Dans un contexte sécuritaire complexe, se positionne comme un rempart contre l'insécurité, une arme efficace contre les différents trafics illicites et surtout un mécanisme pour promouvoir une migration ordonnée, maîtrisée et respectueuse des droits humains. Assemblée générale ordinaire couplée d'une formation sur la gestion administrative et attractivité des entreprises, le PPT, patronat de la presse togolaise, à travers ces deux rencontres, a permis aux membres de l'organisation d'aller à l'école du management administratif et des défis liés aux mutations technologiques ainsi que la nécessité d'adaptation. Pascal Edouard Bouvet, directeur général de l'hôpital des entreprises. Au cours de cette rencontre, il a été question de former les responsables des entreprises de presse sur les thématiques liées au management de leur entreprise. Ils sont tous des professionnels de médias. Ils sont spécialisés dans la collecte, le traitement et la division de l'information. Mais avant tout, ils sont chefs d'entreprise. Donc, il est important de les entretenir sur le management des entreprises afin qu'ils puissent vraiment mieux piloter leur entreprise. Et nous avons mis l'accent essentiel sur la gestion comptable et financière, le marketing, comment ils doivent faire pour rendre leur entreprise beaucoup plus pérenne et attractive. La nouvelle reine de beauté du Togo s'appelle Nadiratou Afolabi. Elle a été couronnée le 14 décembre dernier à l'issue de la grande finale du concours Miss Togo 2025 à Lomé. Elle se serait particulièrement distinguée par son charisme et son intelligence. Je me sens toute contente, mes efforts ont donné un bon résultat, donc je suis hyper contente et très heureuse. Selon moi, je pense que c'était les questionnaires et puis la démarche
et puis ma tenue traditionnelle. La ministre de l'Action sociale, de la solidarité et de la promotion de la femme, Kosiwa Zinsouklassou, était au premier rang des invités à cette manifestation culturelle qui a comblé les attentes du président du comité national, Miss Togo, Gaspard Baka. Je suis plutôt un homme heureux, doublement, pour avoir fini la soirée sans couac et que le résultat soit aussi bien accepté. Bien, Monsieur Olympio, le président élu du Ghana, John Dramani Mahama, a effectué une brève visite au Togo. D'abord cette semaine, une réaction au retour aux affaires de celui qui avait déjà présidé aux destinées du Ghana. Je pense que c'est la manifestation d'un rêve que les Togolais ont et qui jusqu'à présent est un rêve inassouvi. Le Ghana démontre encore une fois, depuis que le président Rawlings a instauré la démocratie dans ce pays, on voit régulièrement, tous les 4 ans, l'élection présidentielle se dérouler avec des alternances qui se produisent pacifiquement à la tête de l'État. Et aujourd'hui, c'est un ancien chef d'État, donc qui n'a pas eu le renouvellement de la confiance de ses concitoyens. Et 8 ans après, eh bien, les Ghanéens lui refont confiance malgré la présence du vice-président qui était le candidat du pouvoir. Ça, c'est le fonctionnement normal d'une démocratie qui se respecte. Oui, le président élu, John Mahama, vient au Togo parce que c'est la courtoisie qu'il exige, hein, le bon voisinage aussi qu'il exige, mais il ne vient certainement pas au Togo pour apprendre les règles de la démocratie. J'espère que les Togolais vont s'inspirer de ce qui se passe au Ghana pour qu'à l'avenir, on ait un espace qui soit plus ouvert et plus démocratique. Oui, sa visite, est-ce que aussi c'est pas aussi, disons, l'expression de la bonne santé de la diplomatie togolaise? Bah, je ne sais pas si c'est la bonne santé de la diplomatie togolaise, mais je pense que c'est dans l'ordre des choses que on puisse rendre visite à un voisin, même quand c'est un voisin qu'on n'apprécie pas beaucoup. La cohabitation fait que, eh bien, il faut respecter certaines traditions, je dirais, de bon voisinage, ne fût-ce que cela. Bien, quelques mots de l'actualité internationale à présent, mais avant de commencer, Anani Vidjirakou nous rappelle quelques faits marquants de la semaine. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont confirmé leur sortie définitive de la CEDEAO, décision prise par ces 3 pays à la veille du 66e sommet des chefs d'État de la CEDEAO à Abuja, au Nigeria. Ils ont annoncé qu'ils permettraient aux citoyens de la CEDEAO de circuler sans visa dans leur espace de l'Alliance des États du Sahel, AES. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali. Le collège des chefs d'État, vu le traité portant création de la Confédération des États du Sahel AES adopté à Niamey le 6 juillet 2024, déclare 1. La Confédération des États du Sahel AES est un espace sans visa pour tout ressortissant des États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. 2. Les ressortissants de la CEDEAO ont le droit d'entrer, de circuler, de résider, de s'établir et de sortir sur le territoire des États membres de la Confédération des États du Sahel dans le respect des textes nationaux en vigueur. 3. Toutefois, les États membres de la Confédération des États du Sahel se réservent le droit, conformément à leurs lois et règlements, de refuser l'entrée sur leur territoire à tout ressortissant de la CEDEAO entrant dans la catégorie des immigrants inadmissibles. 4. Les véhicules particuliers immatriculés sur le territoire d'un État membre de la CEDEAO pourront entrer sur le territoire d'un État membre de la Confédération, conformément aux textes en vigueur. 5. Les véhicules à usage commercial immatriculés sur le territoire d'un État membre de la CEDEAO et transportant des passagers pourront entrer sur le territoire d'un État membre de la Confédération, conformément aux textes en vigueur. Cette stratégie a obligé la CEDEAO à se positionner sur la question lors du sommet de l'organisation à Abuja dimanche. L'organisation sous-régionale a donc décidé d'acter officiellement le retrait des 3 pays à compter du 29 janvier prochain, tout en instaurant un délai de 6 mois. Il doit permettre d'organiser les modalités de départ du Mali, du Niger et du Burkina Faso, mais aussi de permettre, selon le président de la commission de la CEDEAO, la poursuite des médiations sénégalaises et togolaises afin de ramener les 3 pays membres au sein de l'organisation. Le cyclone Chido a ravagé l'archipel française Mayotte samedi 14 décembre. Le bilan provisoire
selon le ministère de l'Intérieur est de 35 morts et plus de 2432 blessés. Le président français Emmanuel Macron s'est rendu sur l'archipel jeudi et vendredi pour une réunion interministérielle de crise. Il a annoncé un deuil national pour lundi. C'est la catastrophe naturelle la plus grave de l'histoire de France depuis plusieurs siècles, a déclaré le Premier ministre François Bayrou. La situation en Syrie après le départ de Bachar el-Assad et la prise du pouvoir par les rebelles cette semaine a été notamment marquée par l'arrivée à Damas de délégations internationales pour des premiers contacts avec les nouvelles autorités syriennes. Après la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, la première délégation américaine est arrivée à Damas ce vendredi. CAF Award 2024, le Nigérien Ademola Lookman a été sacré lundi ballon d'or masculin africain à Marrakech au Maroc. Il succède à son compatriote Victor Osimhen, lauréat en 2023. Et Monsieur Olympio, rien n'y fit. Les pays de l'Alliance des États du Sahel ont confirmé samedi dernier, à la veille du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, leur retrait qui qualifie d'irréversible de l'organisation sous-régionale. Pour l'instant, la médiation est confiée au chef de l'État togolais et à son homologue du Sénégal n'a pas donné les résultats escomptés. En êtes-vous surpris? Je ne suis pas du tout surpris et je ne pense pas que ce soit une médiation qui ramènerait ces trois pays au sein de la CEDEAO. À mon avis, il faut acter ce qui s'est passé. Et trois pays ont décidé de sortir à cause du fonctionnement de la CEDEAO. Et je dirais simplement que si la CEDEAO souhaite un jour voir ces trois pays revenir, mais il faut rendre la CEDEAO attractive. Il faut créer les conditions pour que la population de l'AES se dise « Ah, moi je voudrais être citoyen de la CEDEAO ». Ce n'est qu'à ce titre et dans ces conditions que les trois pays seront attirés à nouveau par la CEDEAO. Mais ce ne sont pas des négociations ou des promesses parce que la CEDEAO s'est discréditée pendant trop longtemps. Eh bien, la CEDEAO a acté ce départ, mais se donne encore un délai de 6 mois avant de considérer que le divorce est véritablement consommé. Moi, je vous donne rendez-vous dans 6 mois, ça ne produira rien du tout. L'AES sera là où elle est et la CEDEAO aussi sera de notre côté. Et il n'y a pas d'autre option que de voir la CEDEAO travailler sur elle-même, changer, devenir une CEDEAO des peuples, devenir attractive, devenir un espace d'épanouissement pour les citoyens de la CEDEAO. Là, oui, on peut avoir l'espoir que ça va attirer les autres nations qui sont sorties. Bien. Mayotte, un département français, a pratiquement été rayé de la carte après le passage d'un cyclone Chido qui a laissé derrière lui un décor apocalyptique. Des images difficiles à regarder, le drame humain qui se joue dans ce département. Avec ce drame, on a du mal à croire qu'il appartient à la riche France, n'est-ce pas? D'abord, ce qu'il faut noter, c'est que nous n'avons même pas encore eu un bilan. Oui. Un bilan humain. Oui. Ça veut dire que l'ampleur de la catastrophe est telle que l'évaluation est problématique à ce jour. Il n'y a pas de bilan. On l'estime à plusieurs centaines, voire milliers de victimes. Mais au-delà de considérer que c'est la France, je pense que ce type de drame doit être encore l'occasion pour nous de prendre conscience de la question du changement climatique. Que nous abordons de manière, à mon avis, un peu trop politique uniquement, un peu trop axée sur une dimension simplement comme s'il ne s'agissait que de question d'argent. Je pense que nous sommes face à une situation grave pour un grand nombre, une grande partie de la population mondiale, et nos pays en Afrique, et particulièrement, nous sommes très exposés parce que nous sommes des États fragiles, nous sommes des pays fragiles, et donc les conséquences du dérèglement climatique sur nous est catastrophique. Donc, moi, je pense que ce qui s'est passé là-bas, qui n'épargne donc personne, qui ça n'épargne un grand pays, petit pays plus faible, ça n'épargne personne. Nous devons tirer, nous, les enseignements de ces situations et mettre en place des mécanismes de prévention.
et d'anticipation. Moi, ce qui s'est passé à Mayotte peut se passer n'importe où. À Mozambique, ils ont été victimes après Mayotte. Même si on n'en parle pas beaucoup. Mozambique a été victime. Et au Togo, moi, je ne sais pas si la protection civile, je ne sais pas si les services de sécurité prennent en compte cette dimension des choses pour que des solutions soient mises en place de manière anticipative pour pouvoir faire face à des cas de figure de cette nature-là, dont nous ne sommes pas forcément épargnés. Nous ne sommes pas, il n'est pas dit que ça ne puisse pas arriver chez nous. Déjà, nous avons des inondations qui se produisent chez nous. Et je ne sais pas, je n'ai pas l'impression que des dispositions préventives soient suffisamment prises pour faire face à l'éventualité d'une prochaine inondation. Voyez-vous? Donc, je pense que c'est là où nous devons tirer les enseignements et chercher les solutions qui s'imposent. Alors, les habitants de Mayotte sont des Africains, même si c'est un département français, mais on n'a pas beaucoup senti la solidarité des Africains dans ce malheur. Et comme on le voit en France avec les gens qui font des dons, mais les Africains, on ne voit pas, c'est tous nos États, pas beaucoup de réactions. Vous savez que ces choses-là sont toujours impulsées par un état d'esprit. Oui. C'est impulsé par un environnement général. Et est-ce que dans nos pays, prenons le Togo, est-ce que dans notre pays, il y a ce climat qui permet d'activer à un moment donné la solidarité nationale autour d'un problème qui concerne tout le monde? Il n'y a pas cela. Et c'est dramatique pour notre pays. Parce que cette notion de solidarité, cette notion je dirais même de cohésion nationale, parce que c'est aussi ça, cette cohésion nationale qui permet qu'on puisse se sentir touché par un désastre qui arriverait quelque part et tout le monde se mobiliserait autour de ce désastre-là. Mais l'État doit créer ces conditions pour réveiller en nous cette solidarité légendaire qui est aujourd'hui en train de s'éteindre, où chacun se replie sur lui-même et chacun se préoccupe de son quotidien parce que nous avons une misère qui est tellement large que la misère de l'autre en face ne nous émeut plus. On n'a plus d'émotion, on perd de notre empathie, c'est-à-dire notre capacité à ressentir la douleur que l'autre vit dans son quotidien. On perd tout cela. Je pense que nous avons un gros travail de reconstruction de notre pays, un gros travail de reconstruction de notre nation pour que nous retrouvions ce qui nous unit, que nous retrouvions cette force de solidarité qui est, je dirais, dans le gène des Africains que nous sommes. Mais la vie quotidienne, la précarité et les difficultés font que nous devenons de plus en plus égoïstes, nous devenons de plus en plus repliés sur nous-mêmes et malheureusement, et je dis encore une fois, le travail que les associations doivent faire, eh bien, ça doit se faire dans un espace qui est favorisé par les pouvoirs publics. Le travail que nous devons faire dans nos collectivités, ça doit être favorisé par l'environnement. Donc, ce sont les libertés qui doivent s'exprimer. Ce sont les capacités d'action en toute liberté qui doivent être possibles. Vous voyez que on en revient encore à ça. La gouvernance, la manière dont l'État est géré, les libertés qui sont accordées aux gens, ça peut avoir beaucoup d'impact derrière ou beaucoup de conséquences derrière. Bien. Alors, les nouveaux maîtres de la série sont courtisés par les gouvernements occidentaux qui défilent à Damas. D'abord, dites-moi, quelles sont les leçons à tirer de la fuite de Bachar el-Assad? Ah ben, vous faites bien de venir sur ça parce que les Togolais ont de grandes leçons à tirer. Et le régime togolais a de grandes leçons à tirer de ce qui s'est passé en Syrie. Parce que, voyez-vous, le schéma en Syrie était similaire au nôtre ici. Hein. Le papa qui passe des décennies au pouvoir, le fils qui prend la relève et qui passe également des décennies. C'est exactement le même schéma qu'au Togo. Et Bachar el-Assad devrait penser que pour lui, c'est un pouvoir qui leur est dû à vie. Aujourd'hui, il est en fuite. Et il a laissé tout ce qui était autour de lui dans les mains de ceux qui ont pris le pouvoir. Mais les Togolais, l'État togolais, le régime togolais doit tirer des enseignements de cela. On a vu, pas loin de chez nous, parce qu'on peut nous dire que bon, là-bas c'est loin, c'est l'Asie, c'est pas l'Afrique. Mais
À côté de chez nous ici, Blaise Compaoré n'a pas échappé lui non plus, après 26 ans de pouvoir. Hein. Donc, aucun pouvoir n'est suffisamment fort pour se considérer comme étant indéboulonnable. D'une manière ou d'une autre, chacun selon le sort qui lui sera réservé, il finira toujours par passer. Et donc, les Togolais, le régime togolais doit aussi tirer un enseignement de cette vérité. Comment trouvez-vous le comportement des Occidentaux ou des puissances, les grandes puissances en général, qui donnent le sentiment d'être prêts à dîner, et même avec le diable, dès lors qu'ils peuvent en tirer un profit? C'est les mêmes qui qualifiaient ceux qui ont pris le pouvoir d'organisations terroristes, et c'est les mêmes qui aujourd'hui qui courent à Damas pour aller négocier, parler avec eux. Vous savez, le fonctionnement des relations internationales, c'est comme cela. D'accord? Et on ne peut pas s'inscrire dans une sorte d'angélisme en se disant que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, on ne va travailler qu'avec les gentils, on ne va travailler avec ceux qui sont beaux. Non, c'est pas comme ça. Les relations internationales, c'est sans état d'âme. C'est pour ça que nous avons été dominés pendant très longtemps. D'accord? Et c'est pour ça que nous devons nous battre pour que nous soyons plus solides en interne, que nous soyons un État plus solidaire, un État beaucoup plus, je dirais, développé sur tous les plans, plan économique, plan scientifique et sur le plan culturel. Il faut que nous soyons un État fort pour que l'influence qui vient de l'extérieur n'ait pas trop d'effet sur nous. Parce que c'est comme ça, chaque pays est influencé par les autres à l'extérieur. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a cette attitude-là? Parce que quand il y a eu des coups d'État en Afrique, notamment dans les pays du Sahel, on a vu des pays occidentaux dire, voilà, nous ne discutons plus avec ces pouvoirs-là. Mais là, c'est des rebelles qu'ils qualifiaient de terroristes qui prennent le pouvoir et tout le monde court pour aller parler avec eux. Et on a le sentiment que c'est à géométrie variable selon les intérêts, et parfois il y a quelque chose qui dérange dans cette histoire-là. Oui, ça dérange, mais c'est ça le fait. Et ça a toujours été comme ça, ce n'est pas nouveau. Pourquoi réagirions-nous comme si on était surpris? On n'est pas surpris. C'est comme ça que ça fonctionne. Nous devons prendre en considération cette réalité et faire en sorte que nous soyons suffisamment solides, suffisamment forts dans l'intérieur de notre pays, de nos espaces, pour que l'influence extérieure n'ait pas trop d'impact sur nous. C'est ça la réalité. Nous ne devons pas nous offusquer parce que les gens défendent leurs intérêts. Les relations internationales, ce sont les relations d'intérêt. Uniquement. Que ce soit économique, géostratégique, etc., etc. Ce sont des questions d'intérêt. Donc, si nous ne voulons pas être, je dirais, dominés par d'autres, si nous ne voulons pas être... Les herbivores. Si nous ne voulons pas être trop influencés par d'autres, eh bien, nous devons travailler en interne pour limiter l'influence extérieure. Même les Américains, même les États-Unis sont influencés par les autres pays. D'accord? Bien. Monsieur Olympio, en France, sanction inédite pour un ancien locataire de l'Élysée. L'ancien président Nicolas Sarkozy a été condamné dans l'affaire des écoutes pour laquelle il était poursuivi pour corruption et trafic d'influence. 1 an de prison ferme avec, en plus de l'infamie du port obligatoire de bracelet. Votre commentaire? D'abord, avant de parler de la France, je vais vous citer la Corée du Sud. La Corée du Sud, je pense, est le pays au monde qui a le plus grand nombre d'anciens chefs d'État en prison. Oui. Je crois qu'actuellement, il doit y en avoir au moins 2, si ce n'est 3, qui sont en prison. Mais c'est ça aussi le fonctionnement... Nul n'est au-dessus de la loi. Voilà, c'est ça aussi le fonctionnement d'un État qui respecte un certain nombre de règles. Oui. Même s'il y a des choses qu'on peut reprocher à tous les États, il y a des fondamentaux, il y a qui parfois fonctionnent bien et que ça puisse démontrer qu'un chef d'État puisse ne pas être au-dessus de la loi. Oui, c'est comme ça. Eh bien, maintenant, en France toujours, on a le sentiment que la France se porte mal en ce moment, avec un nouveau ministre qui a du mal à mettre en place son gouvernement. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Oui, je pense que la France est rentrée dans une période de turbulence depuis 40 ans à peu près, où les choses politiques ont commencé à se dégrader avec les politiques que les gouvernements ont mises en place qui ont favorisé l'émergence et le développement de l'extrême droite, et jusqu'à l'arrivée à un affaiblissement de tous les vieux partis et de tous les partis traditionnels de droite comme de gauche, les partis de gouvernement, et qui se sont complètement délités.
et qui a permis finalement l'émergence d'une force inattendue, celle d'Emmanuel Macron, qui a pris le pouvoir en 2017 à la surprise générale, et sans parti, sans organisation, je dirais ancienne, mais qui a été mise en place sur le tard comme ça pour la captation pour prendre le pouvoir après les élections de 2017. Oui. Mais la réalité, c'est que tout cela manquait de socle, d'assises, et la société française a été très bousculée par les politiques qui ont été mises en place, à telle enseigne que cette dissolution de l'Assemblée qui a eu lieu après les élections européennes, qui a vu la montée en flèche de l'extrême droite, eh bien cette dissolution a marqué un coup d'arrêt à tout ce phénomène en marche qui a été initié en 2017 quand Emmanuel Macron a pris le pouvoir. Aujourd'hui, ça a atteint ses limites. On est en train d'observer en France des premiers ministres qui sont nommés, qui ne font pas 3 mois, et qui sont éjectés. Oui. En moins d'1 an, il y a eu 4 premiers ministres. Et les historiens nous rappellent que ça ne s'était jamais produit avant, je crois, la Troisième République, ce qui fait quand même un certain temps. Et certains pensent que il y a aussi le fait d'Emmanuel Macron, que Macron a beaucoup de responsabilités dans ce qui se passe en ce moment en France. Oui, je pense qu'il a... On parle d'une expérience de... Voilà. Moi, je dirais qu'il a fait des choix politiques qui ont précipité ce qui était déjà enclenché depuis 40 ans. C'est ça. Les choix qu'il a faits ont précipité cette dégradation des relations entre la société française et les dirigeants français. Si bien qu'aujourd'hui, le peuple français a distribué le pouvoir entre les différents groupes qui existent. Les insoumis, la LFI, l'extrême droite, la droite traditionnelle, les socialistes qui sont un peu au milieu quelque part. Plus personne, plus aucun groupe n'a la détention du pouvoir pour permettre d'orienter une politique. Voyez-vous, on se retrouve dans un schéma comme on voyait en Italie, et pourtant c'est pas le même régime, c'est pas le même régime, mais on se retrouve où les forces sont tellement éparpillées qu'il y a difficulté à constituer une force capable d'imposer une orientation. Et comme la France n'a jamais été confrontée à ce type de situation, eh bien la gestion est délicate parce que c'est peut-être la période d'apprentissage des négociations pour pouvoir constituer un groupe majoritaire, comme savent si bien le faire les Belges par exemple, ou d'autres, l'Allemagne également. Donc oui, je pense que la France est en train de traverser une période de turbulence et ça va encore continuer comme ça, à mon avis, pendant quelques temps. Alors, des derniers sujets de cet entretien, des dernières questions, c'est le sport, football. Je ne sais pas si vous avez le football. Le Nigérien Ademola Lookman a été sacré meilleur joueur africain de l'année. Est-ce que vous le connaissez? Je pense que même si certaines personnes ne sont pas très contents de choix qui a été fait, de toute façon à chaque fois c'est toujours comme ça, il y a toujours pour tout tester. Mais je pense qu'il le mérite parce qu'il a gagné pas mal de trophées quand même, et son talent personnel lui a permis de se distinguer à différentes reprises. Pour moi, il le mérite amplement. Le reste, ce sont des commentaires, mais bon, ça reste que des commentaires. Bien. Merci, c'est la fin de cette émission. Mes remerciements à vous, Nathaniel Olympio. Monsieur Olympio est le président, je le rappelle, du Parti des Togolais et premier porte-parole du Front Touche pas ma Constitution. Auditrices et auditeurs, je vous remercie également pour votre fidélité d'écoute. Je rappelle que cette émission est rediffusée le dimanche à partir de 11 h. Excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir.